Bonjour à tous. Nous allons traiter des outils de phénotypage et du recueil de performances pour la transition agroécologique. Donc, je vais faire un exposé introductif qui rappelle un peu l'évolution du phénotypage depuis la mise en place des programmes de sélection et en quoi ce phénotypage peut aujourd'hui contribuer à la transition agroécologique. Et je passerai ensuite la parole à Grégoire qui vous présentera, qui rentrera, je dirais, de façon plus concrète dans le sujet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, donc encore la suivante. Il y a un petit délai à chaque fois, c'est pour ça. Oui. Voilà. Comme je le disais, le phénotypage n'est pas une pratique nouvelle, même si les termes pour le décrire ont évolué. Et avant de décrire comment ce phénotypage a évolué, peut-être un outil essentiel pour la transition agroécologique, je vais rappeler quelques définitions de base afin de s'assurer que nous mettons tous les mêmes notions derrière les mêmes mots. Donc, le phénotypage consiste à obtenir des phénotypes. Et si on regarde un dictionnaire ou Wikipédia, le phénotype peut se définir comme, est défini comme l'ensemble des caractères observables ou apparents d'un individu. Pour le généticien quantitatif, en fait, il est souvent utilisé au sens de valeur phénotypique, c'est-à-dire la réalisation conjointe d'effets du génotype d'un individu et de son environnement. La notion d'observable aujourd'hui, bien sûr, ne se limite pas à l'œil humain, et on définit aujourd'hui des phénotypes allant d'une échelle moléculaire ou tissulaire à l'organisme entier. Et elle va même aujourd'hui au-delà d'un individu, puisqu'on considère souvent, on considère comme phénotype également des caractères comme la composition du microbiote, qui est formellement une caractéristique de ce qu'on appelle l'holobionte, c'est-à-dire l'entité composée d'un individu et de ces micro-organismes symbiotiques, ou encore les interactions sociales avec des partenaires au sein d'un groupe qui dépendent bien sûr de la composition du groupe. Un autre terme auquel on va être confronté dans les exposés et qui est souvent utilisé est la notion de proxy ou variable proxy. C'est en fait une variable de substitution qui est utilisée pour caractériser indirectement un caractère non mesurable ou difficilement mesurable. Diapositive suivante. Voilà. Le phénotypage, comme je disais, est une pratique relativement ancienne, au départ peu automatisée, mais qui, dès la mise en place des programmes de sélection, s'est traduite par une forte structuration pour permettre la collecte et la centralisation de données en nombre, notamment à des fins génétiques. À partir des années 1990, l'arrivée de l'informatique en élevage, puis à partir des années 2000, le développement des automatismes et les premières applications du numérique ont progressivement amené des évolutions qui, par rapport au modèle initial, qui aujourd'hui sont relativement importantes, et notamment ils ont permis le développement de ce qu'on appelle l'élevage sur mesure ou l'élevage de précision, qui consiste en un pilotage précis et continu des animaux et des systèmes. Et il a également, comme l'a décrit Laurent, le développement dans les années 2000 de la sélection génomique a conduit non pas à une réduction de l'importance des phénotypes, puisqu'on s'est rendu compte que la sélection génomique, d'une part, est d'autant plus efficace que les phénotypes sont nombreux, et d'autre part, qu'elle permet assez facilement d'évaluer la valeur génétique des animaux pour un grand nombre de caractères. De ce fait, la collecte et l'utilisation des phénotypes, en particulier des nouveaux phénotypes, est devenue une préoccupation de plus en plus forte dans un contexte qui était relativement différent de ce qu'il était dans les années 2000, puisque les programmes de génétique et les programmes de sélection n'étaient plus l'élément moteur dans l'obtention du phénotype.
ce qui a conduit à une certaine déstructuration des dispositifs de collecte de ces phénotypes. Et par ailleurs, on a, je dirais, constaté une certaine appropriation des données, puisqu'on s'est rendu compte que les données avaient de la valeur et un certain nombre d'acteurs, les fabricants de matériel, certains groupements de producteurs, n'ont plus forcément partagé les données de façon aussi évidente que ça ne l'était auparavant, ce qui ne simplifie pas forcément le travail de sélection. Diapo suivante. Alors, au cours de ces dernières années, on a constaté un développement des technologies et des innovations extrêmement fort, plus rapide que précédemment, hein, avec l'arrivée en élevage de capteurs, de GPS, d'appareils d'imagerie et de omics de plus en plus nombreuses. De ce fait, les volumes de données collectées ont augmenté souvent de façon extrêmement importante, ce qui fait qu'on a commencé à les qualifier de données massives ou à haut débit. Alors, en parallèle, les moyens pour traiter ces données ont eux aussi progressé, hein, conduisant à l'explosion de ce qu'on appelle aujourd'hui la science des données, qui permet de quantifier soit directement, soit indirectement via des proxys, des caractères ou des fonctions biologiques qui étaient auparavant peu ou pas mesurables, comme la santé ou le comportement, de revisiter les phénotypes classiques, hein, les pesées en continu des animaux sont aujourd'hui quelque chose qui est tout à fait accessible, et de mesurer les animaux, non plus individuellement, mais au sein de groupes ou à l'extérieur, sans manipuler les animaux. Diapositive suivante. En parallèle, la collecte des paramètres d'environnement à différentes fins a elle aussi énormément progressé, hein, qu'il s'agisse de paramètres physico-chimiques, à la température, l'humidité, la composition de l'air, ou de paramètres biotiques. On est aujourd'hui capable de mesurer, d'estimer la composition du microbiote d'un élevage ou la marque de présence d'un pathogène. Ces données, combinées aux données phénotypiques, permettent de développer des modèles et des outils d'analyse de plus en plus complexes et performants qui sont utilisés à la fois pour la prédiction des valeurs génétiques, mais aussi pour la prédiction des performances, le pilotage et l'aide à la décision au sein d'un élevage. Pour le généticien, cela permet notamment de modéliser la transmission intergénérationnelle de façon beaucoup plus précise qu'auparavant, et notamment de prendre en compte des effets environnementaux qui sont aussi transmissibles d'une génération à la suivante, comme les microbiotes, l'épigénétique, on en parlera dans les prochains exposés, ou des comportements qui sont également transmis entre les parents et les descendants, et ainsi raffiner les modèles d'évaluation génétique et génomique. Diapositive suivante. Alors, en quoi ces progrès en matière de phénotypage permettent-ils de favoriser la transition agroécologique? En grande partie parce qu'on dispose aujourd'hui de moyens scientifiques et techniques plus performants que jamais, et qui, bien utilisés, permettent d'aborder les questions souvent complexes posées par la transition agroécologique. Laurent Journeau en a déjà parlé, hein, mais je dirais les grands principes ou les grandes questions posées par l'agroécologie en élevage tourne autour de la gestion intégrée de la santé, de la réduction des intrants, du bouclage des cycles géobiochimiques, de la réduction des impacts environnementaux, de la préservation de la biodiversité, ainsi que l'amélioration du bien-être et la nécessaire adaptation au changement climatique. Diapositive suivante. Alors, en quoi le phénotypage peut-il aider à
à réaliser, à favoriser cette transition agroécologique par des approches certainement plus intégrées des grandes questions évoquées ci-dessous. Malgré tout, pour le généticien, le challenge sera notamment d'avoir des objectifs de sélection plus équilibrés que par le passé. Laurent Journeau en a déjà parlé, hein, qui prennent en compte les différentes dimensions de la multiperformance, non seulement l'efficience économique, qui est celle qui a été jusqu'à présent prise en compte, mais aussi les impacts environnementaux, notamment la réduction des émissions, donc la mitigation, soit directement, soit indirectement via une meilleure utilisation des ressources alimentaires, ainsi que les impacts sociétaux qui concernent notamment la santé et le bien-être. Ça doit permettre aussi de traiter des questions d'adaptation au changement climatique, bien sûr, mais aussi l'adaptation à des systèmes de production qui vont évoluer et qui seront certainement plus diversifiés qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Les perspectives sont tout à fait aussi intéressantes en matière de conduite d'élevage, d'élevage sur mesure, avec un suivi beaucoup plus précis, de plus en plus à l'échelle individuelle, et un pilotage de l'élevage facilité par des automatismes qui permettent de, je dirais, dégager l'éleveur des tâches les plus chronophages et permettre un pilotage en temps réel de l'élevage. Alors, je vais m'arrêter là et maintenant laisser la parole à Grégoire pour aborder de façon plus concrète ces questions de phénotypage à partir d'un certain nombre d'exemples. Donc, effectivement, sur ma partie, je vais vous présenter un peu un panel d'exemples d'outils de phénotypage que l'on peut retrouver ou qui sont encore en projet sur les différentes thématiques qui sont la réduction des impacts environnementaux, l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources alimentaires, le comportement et bien-être, et la santé et le bien-être. Donc, pour commencer, euh, sur la partie réduction des impacts environnementaux, je pense que c'est important de présenter la partie sur le phénotypage, sur les émissions de CH4, étant donné que c'est quelque chose, un phénotype que l'on parle de plus en plus. Et on peut apercevoir dans les outils une grande évolution à travers les années, étant donné qu'on est passé dans les années 1970 de l'utilisation de la chambre respiratoire exclusivement, qui était un outil très puissant et très précis, qui fonctionne notamment en plaçant un animal à l'intérieur de la chambre, ventilé par un flux d'air contrôlé et mesuré. Et après, on peut déterminer les émissions de méthane de l'animal par la différence de concentration entre l'air entrant et l'air sortant de la chambre. Cependant, aujourd'hui, il existe d'autres outils, notamment je peux citer le GreenFeed, qui ont l'avantage par rapport à la chambre respiratoire d'être moins coûteux et permettent un phénotypage plus facile des animaux. Le GreenFeed, c'est un matériel commercial qui a été développé dans les années 2010 par l'entreprise américaine Siloc. Elle ressemble à une hotte où l'animal peut placer sa tête pour manger des granulés. Et quand l'animal va manger ces granulés, la mesure des émissions de méthane va être effectuée à ce moment-là. Et cette mesure va être automatiquement euh, attribuée à l'animal via une boucle RFID. En parallèle, il y a aussi d'autres progrès qui ont été réalisés, notamment via la spectrométrie, qui permet, donc ici j'ai cité d'autres projets, mais il en existe plein, qui permet aujourd'hui de quasiment, dans le projet notamment Métaphore, qui a pour objectif de créer un index génétique pour la réduction des émissions de méthane des vaches laitières par le biais de la sélection génétique. Si on parle, donc la deuxième partie, c'est sur l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources alimentaires. Comme a dit Laurent précédemment, on va rechercher aussi dans cette transition agroécologique une certaine efficience alimentaire. Et un des outils qui est principalement utilisé pour cette recherche de l'efficience, ça va être tous les systèmes de mesure de l'ingestion, notamment tout ce qui va être les distributeurs automatiques. On peut en trouver donc plusieurs modèles, donc, que ce soit les distributeurs automatiques de concentré, les distributeurs automatiques de fourrage, d'aliments ou même d'eau.
Donc, en fonction des animaux, ils vont avoir des caractéristiques un peu différentes. Donc, ici, sur les photos, j'ai pu montrer, enfin, les deux premières représentent les photos pour la station pour les petits ruminants de la station de l'INRAE, qui sont adaptées pour les chèvres et pour les ovins et pour les caprins. Et pour le troisième, c'est le dispositif d'Itavi qui permet lui aussi de mesurer, mais pour tout ce qui va être volaille de petite taille, qui permettent de mesurer pour 80 à 100 animaux. Le principe de tous ces distributeurs, généralement, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir d'une manière ou d'une autre, mesurer la consommation des aliments et en même temps, ils sont très souvent équipés d'une balance qui permet de peser les animaux pendant leur consommation, ce qui permet directement de pouvoir mesurer l'efficacité alimentaire des animaux. Cependant, pour certains animaux, pour Grégoire, certains... Grégoire, juste pour te dire qu'il reste que 3-4 minutes avant qu'on passe à l'écran. D'accord, je vais essayer d'être le plus concret Pas de possible. souci. Donc, simplement pour dire, au niveau de l'amélioration donc, de l'efficacité de l'utilisation des ressources alimentaires, il existe d'autres techniques, que ce soit avec des caméras 3D, notamment qui peut être utilisées, parce que j'avais parlé des espèces terrestres, mais pour certaines espèces, comme pour tout ce qui va être l'aquaculture, pour peser un poisson, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées en ce moment avec l'utilisation des caméras pour pouvoir peser, pour pouvoir connaître le poids d'un animal sans utiliser sans devoir peser directement le poisson. Et comme Jean-Pierre avait parlé avant, il existe aussi des proxys, notamment le couleur du sérum qui permet de sélectionner l'efficacité digestive du poulet. Donc, effectivement, donc, je pense que tout le monde doit connaître l'évolution de l'intelligence artificielle dont aujourd'hui on fait part, et notamment avec cette évolution de l'intelligence artificielle, il y a une grande évolution sur tout ce qui est les systèmes de caméras. Et dans ces systèmes de caméras, on va dire que pour beaucoup d'espèces, il existe aujourd'hui des projets qui vise à pouvoir évaluer le comportement des animaux, que ce soit sur les poissons, que ce soit sur les volailles, que ce soit sur les ruminants. Donc ici, je voulais vous présenter très rapidement deux projets. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais voilà, il existe en tout cas des projets qui utilisent ces caméras et qui permettent d'analyser leur comportement. Pareil pour le bien-être des animaux. On va aussi trouver, et leur santé, on va aussi trouver des projets. Donc ici, c'était IAR des Monitor Shrimp. Et aussi quelque chose qui est un peu moins connu, mais qui aussi fait de grands pas, c'est tout ce qui va être la reconnaissance automatique des vocalises, qui elle aussi progresse beaucoup grâce à l'intelligence artificielle qui permet directement de classer les sons. Et on peut citer notamment le système SoundTalk qui est proposé. Ce système, il a été proposé et il a remporté le prix du bien-être pour les animaux de rôtière. Et en fait, il permet, grâce à un algorithme, de distinguer la toux des autres bruits et ensuite de pouvoir prévenir l'éleveur jusqu'à 5 jours avant qu'il puisse lui-même remarquer qu'il y a une toux en fait dans le bâtiment. Et ça parce qu'il a l'avantage de pouvoir enregistrer les bruits en continu pendant 24 heures et même pendant la nuit où l'éleveur ne va pas être avec ses animaux. Et ces progrès on va dire, des vocalises a d'abord été effectués sur les espèces porcines, mais aujourd'hui, elle est ouverte, elle s'ouvre de plus en plus à d'autres espèces. Donc, on va notamment leur retrouver ce type de projet pour les volailles où c'est encore en recherche, mais ça s'ouvre de plus en plus à des espèces différentes, que ce soit la volaille ou que ce soit les bovins. Donc, en conclusion, sur l'avenir des outils de phénotypage dans l'évaluation des performances, donc on a un grand nombre
de nouveaux dispositifs qui sont prometteurs dans le domaine du phénotypage pour toutes les espèces, et ce, grâce à une évolution très rapide de certains dispositifs dont on a déjà parlé. Ça va être tout ce qui est big data, l'intelligence artificielle, qui va induire notamment tout ce qui va être la vision par ordinateur, la reconnaissance du son, tout ce qui est RFID, drone, les technologies omiques et le MIR. On va avoir aussi une certaine nouvelle utilisation de certains dispositifs anciens, c'est-à-dire que par exemple, on va parfois utiliser certains capteurs qui sont anciens, par exemple, je pense à des accéléromètres notamment, mais on va notamment les combiner avec d'autres capteurs, ce qui nous permet parfois d'affiner un phénotype ou parfois de pouvoir en permettre de phénotyper un autre caractère. Il va y avoir aussi une question qui est assez importante, ça va être sur l'adoption de ces nouveaux outils et notamment sur le bénéfice net pour la transition agroécologique. Donc, pour rentrer dans le détail du bénéfice net pour la transition agroécologique, c'est il faut comprendre que tous ces capteurs, tout utilisés, posent aussi certaines questions, notamment sur l'impact environnemental, étant donné qu'il faut créer ces capteurs, il va avoir aussi le coût énergétique de leur utilisation, de leur entretien, qui est importante. Il va avoir la question de l'adoption de ces nouveaux outils, notamment via la maîtrise de ces nouveaux outils. Certains outils peuvent être assez compliqués à être utilisés, ils demandent notamment des formations. Il y a aussi toute une controverse sur l'élevage sur mesure. Est-ce que ça va être un levier d'émancipation? Est-ce que c'est l'érosion de l'autonomie de l'éleveur qui s'appuie, qui devient dépendant de ces technologies? Et bien sûr, il y a aussi je veux dire une problématique qui est très importante, c'est notamment le coût de ces produits, étant donné que certains capteurs peuvent être très chers et après vient la question de est-ce que c'est rentable d'utiliser ces capteurs? Et au-delà de la question plus globale, il y a aussi tout ce qui va être l'attractivité du métier de l'éleveur et du métier des personnes qui vont utiliser ces capteurs. Est-ce qu'ils seront capables de pouvoir s'assurer de cet investissement? Donc j'en ai terminé pour ma présentation. Si Jean-Pierre veut donner un mot de la fin, sinon on peut passer à la prochaine personne. Non, très bien. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, on n'a pas le temps pour des questions, mais je voulais souligner que effectivement cette dernière plaque là que vous avez présentée sera vraiment au cœur des discussions qu'on pourra avoir déjà dans la table ronde aujourd'hui, mais aussi dans le programme du dernier webinaire, hein, puisque effectivement, l'intérêt est de regarder un petit peu quelles sont aussi les conséquences de ces technologies sur les différents, sur l'aspect sociétal, environnemental et économique. Donc, merci pour cette ouverture et cette conclusion.